Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction au concept d'empathie et de manipulation. Parler des empathie et de manipulation chez un romancier en affectant ces concepts à ses romans soulève aussitôt l'objection. Au fond, ne s'agit-il pas simplement d'une tautologie, plus vulgairement d'un truisme? Tout ressort de roman comporterait son pesant d'empathie, son faisceau de manipulation. Individualiser et prendre en compte ces concepts comporterait le risque de ratisser trop large. Tout dans le roman serait finalement sujet d'empathie et de manipulation. Le critique serait alors dépourvu de critères discriminants pour différencier les caractères et les situations. L'écueil serait également de théoriser indéfiniment sur ces concepts, d'autant qu'il va s'agir de les appliquer au romancier français peut-être le plus inclassable. Nous vivons quotidiennement d'empathie, et celle-ci modèle nos actions et réactions envers autrui. Mais tout se brouille le plus souvent dans des séquences d'intention, des bribes de monologues intérieurs, une remontée de souvenirs portant sur l'autre, des émotions colorent le tout, émotions primaires, secondaires l'environnent ou au contraire en forment le noyau dur. L'indifférence peut primer aussi. A contrario, l'autre peut faire l'objet de ma part d'actions volontaires de manipulation. Et si j'agis ainsi, pourquoi n'en serait-il pas de même des personnages créés par le romancier? En outre, celui-ci ne se prive généralement pas d'intervenir dans son œuvre par intrusion directe, par le biais d'observations générales ou particulières à certaines situations, ou en fonction du caractère de ses personnages. C'est la richesse de cette polyphonie qui rend intelligible au lecteur la signification même de l'œuvre romanesque. L'empathie n'est plus au seul service d'une démarche quotidienne, lumière que porte chaque individu réel dans un monde opaque ou incertain. En vertu de la spécificité de la création littéraire, elle est dans l'œuvre romanesque pour susciter sa cohérence, vecteur de communication avec les autres, en comprenant dans cette acception tout à la fois facteur de compréhension et facteur d'action. Dans la mesure où la crédibilité de l'action romanesque dépend tout à la fois de la plausibilité des situations, de la véracité des caractères, et de l'intelligibilité des réactions des personnages, le recours à une problématique de l'empathie pourrait constituer un outil de travail du romancier pour tester la cohérence de son œuvre, ou même la conforter. A contrario, elle fournirait les règles épistémologiques d'un détricotage à l'usage du critique. Encore faut-il disposer d'une définition opérationnelle du concept, applicable en tout cas à ce que Gracq nomme la mécanique romanesque. Or l'empathie se caractérise d'abord par son caractère migrant, au travers de différentes disciplines, ce qui ne rend pas les choses trop faciles. L'esthétique, la psychologie, la philosophie, les neurosciences, la thérapie, la neuroéconomie ont tour à tour découvert ce concept, le reformatant d'ailleurs en fonction de leurs besoins. Seule, semble-t-il, la littérature peu ou prou l'ignorait, n'en voyant pas la nécessité. Il est vrai que ces apports divers, résultant d'une différence de point de vue scientifique, iraient occasionner des sédimentations hétérogènes de connaissances et de significations. S'il est justifié d'avoir une certaine connaissance des démarches et résultats de chaque discipline, de leurs pistes et perspectives, le positionnement serait pour le romancier ou son critique avant tout utilitariste. À quoi bon? Qu'est-ce que cela m'apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Le doute serait d'autant plus autorisé qu'au caractère polysémique du concept résultant de l'appropriation pluridisciplinaire s'oppose la diversité lexicale des langues vernaculaires. Einfühlung, le mot allemand utilisé d'abord en psychologie de l'art, serait utilisé ultérieurement en phénoménologie, mais trouverait au gré du traducteur en français de l'œuvre du philosophe allemand Max Scheler son terme des intuition projective, tandis qu'aux États-Unis, Empathy ferait son chemin en psychologie. Le risque de confusion serait d'autant plus important que le mot, ou le concept délaissé par la littérature, ou celle-ci l'ayant contourné, est devenu aujourd'hui dans la conversation courante ou sous la plume de journaliste, en tout cas de celui qui communique, un mot recours. Devenu à la mode, son usage est à toutes les sauces. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'utilisations appliquées seulement aux personnes, mais souvent à des situations. Tout n'est sans doute pas faux dans cette manière de faire. Encore tout mériterait-il d'être davantage défini. Mais précisément, si l'usage en est devenu si fréquent, c'est d'évidence que ce terme apparaît trop commode pour prendre le risque de vouloir mieux le définir.
Parle-t-on d'empathie sans plus? On reconnaît par là même à son interlocuteur, au lecteur, un véritable talent d'intuition. Ce défaut de conceptualisation est précisément une preuve d'estime, de respect du vis-à-vis, même si certains seraient plus enclins à considérer qu'est évité ainsi à l'utilisateur, romancier ou journaliste, une démarche plus cartésienne, où tout devrait se concevoir pour s'énoncer clairement. Au fond, et renvoyer ainsi la responsabilité du sens, de la signification ultime sur le tiers considéré juge de dernier recours. You see what I mean, cette réplique empathique et qui bien sûr ne trouvera pas de traduction tirée d'un film avec Ginger Rogers et Fred Astaire, à l'époque donc où l'on savait danser, se suffirait d'évidence à elle-même. Complexité du concept, non synonyme d'inopérationnalité. Dans sa sécheresse, la définition suivante de Gérard Jorland paraît fournir une bonne base de départ pour éviter tout piège sémantique. L'empathie, dit-il, consiste à se mettre à la place de l'autre, sans forcément éprouver ses émotions, comme lorsque nous anticipons les réactions de quelqu'un. Il la distingue de la sympathie qui consiste inversement à éprouver les émotions de l'autre, sans se mettre nécessairement à sa place. Relevant d'un périmètre de psychologie cognitive, l'empathie excède souvent les limites d'une simple représentation des émotions d'autrui, pour comprendre l'objet de son émotion et les raisons de son émotion, mais sans pour autant provoquer chez l'observateur de réactions émotionnelles. Ce qui ne veut pas dire que sa réponse ne puisse être aussi de nature affective. Mais elle ne constitue pas forcément ou exactement un partage de son état émotionnel. Les neurosciences montrent que l'être humain a une disposition innée pour ressentir les autres, comme nous. Notamment nous développons rapidement au cours et à partir de l'ontogenèse la capacité de nous mettre mentalement à la place d'autrui. La supposition d'un codage commun aux membres d'une même société, reliant perception et action, postule aussi notre capacité à extraire les intentions d'autrui à partir de l'observation de leurs mouvements, incluant les expressions émotionnelles. Mais si le cerveau, selon la formule d'Alain Berthoz, est un simulateur du monde extérieur programmé par des modèles internes en vue de l'action, ceci implique dans la démarche empathique que nous projetions nos propres représentations sur le monde extérieur. S'il ne s'agit pour Madame Pachery que d'un jeu d'imagination, de toute façon celui-ci vise à la compréhension d'autrui et non à l'établissement de liens affectifs. Il est peu de dire que dans certains cas l'imagination peut être en défaut. Dans d'autres cas, certains individus, pour toutes sortes de raisons, peuvent ne pas s'aligner sur le modèle commun des représentations partagées, de Jean Dessetti ou le dépasser en raison de son caractère basique. Incidemment, pour expliquer la conduite de Julien pendant sa première nuit avec Madame de Rênal, Stendhal se réfère par exemple à un modèle normatif propre à son héros. Ce qui est valable pour les êtres humains, le serait également dans l'univers romanesque. La compréhension d'autrui, dans ses aspects cognitifs, dans son éprouvé émotionnel, est un donné des personnages romanesques, il constitue le fondement des rapports intersubjectifs. C'est ce donné qui conforte l'intelligibilité du comportement des personnages, et rend vraisemblable ou crédible pour le lecteur la trame romanesque. Mais de toute façon, univers réel ou imaginaire, sans empathie au sens strict il n'est pas d'êtres humains, ou alors le lecteur se meut dans une société d'autistes, plutôt thème de roman médical. Mais l'empathie telle qu'elle a été définie peut-elle fournir les instruments exclusifs pour actionner la mécanique romanesque? Évidemment, non. On obtiendrait ainsi qu'une architecture romanesque réduite au noir et blanc. Les personnages certes se comprendraient, mais hors de toute passion et le cas échéant avec la froideur de ceux qui savent, qui comprennent, et peuvent monter rationnellement et à leur aise leur manipulation. Des œuvres romanesques relèvent peut-être de cette esthétique, mais de toute façon elle n'inclut pas l'œuvre d'Henri Bell. L'empathie chez Bell est bien sûr d'une autre qualité. Il ne suffit ni à ses personnages ni a fortiori à l'auteur de comprendre, de concevoir. Au contraire, bien des personnages nous feront vivre leur passion, ou à l'inverse se montreront au lecteur dans l'exercice de la maîtrise de ses émotions. Ils rendent ainsi manifeste dans leurs relations intersubjectives leur intention de. De toute façon, ceci aurait l'avantage d'empêcher le lecteur de sombrer dans l'ennui. Il y aurait donc un élément de compréhension, qui précéderait un élément émotionnel. Cette constatation est à double effet. D'une part, elle marque implicitement l'existence dans certaines situations d'une compréhension d'autrui sans partage d'état émotionnel,
et celle-ci est souvent facteur d'action de l'intrigue romanesque. D'autre part, la constatation apparaît moins d'intérêt chronologique qu'elle ne marque le sens des interactions des états mentaux et l'existence du tout, affectif, par le recours à un état chapeau dénommé compréhension affective, qui sert de soubassement commun à différents états émotionnels, dont la sympathie. On y distingue notamment le partage des émotions d'autrui par sympathie, de la simple contagion affective, exemple la propagation de bonne humeur dans une brasserie, où se perd le sentiment d'identité du moi au profit d'une indifférenciation des moi, et de la fusion affective par identification à autrui. Il s'agit d'une problématique qu'on ne reprendrait pas forcément en totalité, de même que Jean Dessetti constate avec lucidité pour le concept d'empathie. Il existe autant de définitions du concept d'empathie que d'auteurs écrivant sur le sujet. Mais appliqué à l'analyse littéraire, le critère ultime serait alors moins d'ordre typologique qu'opérationnel. En quoi la méthodologie schellérienne du pur affectif ou celle de l'empathie affectif, c'est-à-dire du cognitif affectif, fournissent-elles les grilles de lecture d'une herméneutique opérationnelle, donc autorisent l'application des processus définis au champ romanesque dans leur efficacité? Le fait de recourir à ce binôme de la compréhension cognitive, empathie, intentionnalité affective, qu'on dénommera dorénavant et sauf exception, émotion empathique, parfois même empathique, seule, comme dans l'expression lecture empathique, si le contexte l'y autorise, aurait l'avantage d'offrir des éléments plus complets de grille de lecture de l'œuvre romanesque. Par là, devrait mieux se distinguer dans l'œuvre romanesque des personnages empathistes, dans la singularité de leurs traits et la spécificité de leur comportement. Mais pour les manipulateurs auxquels le lecteur s'intéresse en raison de la dimension de leur manipulation, ou des conséquences qu'ils auront sur l'intrigue romanesque, Lucien Leven met en scène un personnage très intéressant d'empathiste. Il ne s'agit pas ici de s'intéresser à Gautier, le chef républicain de Nancy devenu ami de Lucien. Pour l'occasion, il nous paraît à nous contemporains, mu par l'idéal d'une république trop belle d'être actionnée par la seule vertu cornélienne. Non, cette belle œuvre stendhalienne offre une autre silhouette d'empathiste plus adaptée à notre objet. Dans la Nancy légitimiste, Melle de Serpierre, la fille aînée du marquis de Serpierre, est prise par Stendhal dans le contexte de ses relations avec Lucien. D'une certaine façon, cette relation, même accessoire, est alternative de celle qu'entretient le héros avec Madame de Chastelet, ou même avec la belle Madame d'Auquincourt. Elle fait certes des péripéties amoureuses entre Bathilde de Chastelet et Lucien le sujet principal, mais s'offre aussi la possibilité de souligner la spécificité d'une relation émotionnelle empathique, jouant du contraste implicite entre deux types de relations. Mais entre Théodolinde de Serpierre et Lucien, c'est l'empathiste, altruiste, qui donne son rythme au rapport. Lucien s'y met à l'unisson pour en découvrir avec étonnement toute la délicatesse. La définition de Lorraine Wisp de cette forme d'altruisme, liée à l'empathie, paraît conforme à notre objet. Par définition ou extension logique, l'altruisme se compose de 3 éléments: intention de donner ou désir oblatif, empathie, enfin absence de raison motivant une recherche de récompense de ce comportement altruiste. Mais pour ce qui concerne le manipulateur, le docteur Dupoirier apparaît dans l'œuvre comme le manipulateur idéal. C'est ce bon docteur qui va monter à l'encontre de Lucien sa grande manœuvre, en tout point impeccable et imparable. Et c'est un maître. Par excellence, il comprend Lucien, il sait se mettre à sa place, il anticipe toutes ses réactions lorsque Lucien assiste au faux accouchement de Madame de Chastelet. Il sait le départ de Lucien, plutôt sa fuite, manifestation délirante d'un sous-lieutenant se mettant ainsi en rupture de ban. En outre, cette manipulation fait au total 2 victimes, dont Madame de Chastelet. Mais si le docteur est ce manipulateur idéal, il se pourrait aussi qu'il soit l'idéal du manipulateur. Car le docteur n'entreprendrait rien pour lui, il ne s'agirait pas ici de capitaliser des avantages immédiats. Bien plutôt veut-il défendre l'intérêt général, c'est-à-dire protéger les intérêts du parti légitimiste de Lorraine et de ses constituants des menées dolosives d'un petit juste milieu, s'appuyant sur les millions de son père le banquier. Au fond, le docteur Dupoirier affirmerait par là son droit légitime à la manipulation, comme il y aurait un droit au régicide. Tout ne serait donc que manifestation d'un droit juste et naturel. Mais si tout ceci est vrai,
le docteur Dupoirier ne constituerait pas le pendant négatif de Mel de Serpierre. Intuitivement, on ressent d'ailleurs le déséquilibre existant entre les concepts d'empathie et de manipulation. Car le premier, l'empathie au sens large, pourrait être défini comme une morale de l'intention de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, le cas échéant d'être attiré par lui dans le partage de ses états émotionnels. La manipulation par contre paraît ressortir plutôt d'une morale de l'acte. Au fond, il n'y aurait manipulation que lorsqu'il y acte, lorsque la manœuvre dolosive effectivement initiée produit ses effets. D'un côté donc la notion de flux, d'intentionnalité, la fluidité d'une morale intentionnelle, tout ce qui fait le domaine privilégié d'analyse du romancier, le corps de son œuvre avec le rythme de l'intrigue, accélérateur, élision temporelle ou ralentisseur, de l'autre, une logique de coup de théâtre postulant une sorte de juge d'instruction. On aurait presque envie, s'il ne s'agissait de dévier quelque sens, de parler de coup de pistolet. Par là, le romancier exercerait dans son œuvre un droit légitime d'intervention. Mais en un mot, du fait de ce Deus ex machina, y a-t-il eu acte ou non? Alors le docteur Dupoirier ne serait que ce manipulateur empathique, à l'écoute de l'autre, et qui sait faire fonctionner son entendement et jouer pleinement de ses facultés d'empathie. Ne se laissant d'aucune façon immerger dans le climat d'émotion où baigne Lucien, il ne peut donc figurer comme le pôle opposé à Mel de Serpierre l'empathiste altruiste, dans une dialectique qui serait idéale. Car il ne prend nul plaisir à la souffrance de Lucien. Tout au plus, considérerait-il d'un œil froid son paroxysme émotionnel du moment comme l'inconvénient compensé largement par les avantages des soins qu'il vient d'apporter au corps social, en l'espèce au milieu légitimiste de Nancy. Mais si le docteur Dupoirier ne fait pas partie des happy few du mal, on voit se profiler dans l'œuvre romanesque le candidat idéal. Celui-ci est issu des créations antérieures de Stendhal. Voici la silhouette étrange du chevalier de Bonnivet d'Armance, ce personnage énigmatique, sorte de génie moderne du mal dont nous ferons bientôt davantage connaissance. Il est le type de celui qu'on appellerait l'empathique malfaisant. C'est la particularité de la démarche émotionnelle d'atteindre au partage des émotions dans le mouvement d'identification du moi à autrui, être l'autre. Que ce soit par des motivations altruistes ou par leur contraire. Car on peut s'identifier à autrui, partager ses états affectifs, être sensible à sa souffrance, et avec perversité y prendre du plaisir, ce que Scheller dénomme participation affective sans sympathie. Mais il est significatif que l'identification à autrui, le plus souvent imparfaite, ne coïncide pas avec la perte de notre propre identité. L'exemple suivant emprunté à la Chartreuse rend plus concret ce partage des émotions. Scheller donne en effet d'une souffrance partagée immédiatement en commun celle de parents à la mort de leur enfant, et la scène fait aussitôt penser à la mort de Sandrino, l'enfant de Fabrice et de Clélia des toutes dernières pages de l'ouvrage. Avec la mort de Sandrino, Stendhal offre une version, dans son œuvre unique, de souffrance parentale. Cette souffrance est tout à la fois explicite et implicite. Elle est manifeste par le texte courant, ou au contraire trouve sa signification profonde dans la lecture des parties antérieures du roman. L'œuvre romanesque ne saurait se suffire d'un flash ponctuel, trouvant sa force dans l'allégorie même d'une émotion instantanée de la souffrance. Autrement dit, il ne s'agirait pas seulement de réunir dans un même tableau la Vierge et l'enfant mort entouré du Père. La force de l'émotion ne prend pas sa source seulement dans l'aura de la beauté féminine, ou encore dans l'expression unique d'une mère envers son fils. La présence et le positionnement du Père ne sauraient signifier seulement l'équilibre nécessaire du yin et du yang. Le regard que nous portons sur ce tableau fictif ne serait pas seulement pictural, mais porterait toute notre originalité culturelle au sens le plus subjectif. Dans le passage considéré de la Chartreuse, l'empathie trouve son crescendo émotionnel dans le fait que l'enfant est le fruit d'un amour illégitime, engendré également dans le contexte d'une transgression de promesse à la Madone. Simplement, la mort de Sandrino est analysée comme l'occasion d'une souffrance de parents ressentie en commun. Mais elle pourrait aussi être interprétée comme la participation affective de Fabrice à la souffrance de Clélia, celui-ci également pensant cette souffrance en termes de compréhension antérieure de leur rapport. En clair, le sentiment de culpabilité que Fabrice peut éprouver d'être la cause de la mort de Sandrino en l'ayant enlevé à sa mère. De même à l'égard de Fabrice,
Clélia pourrait ressentir sa culpabilité pour n'avoir pu lui laisser jouer un rôle normal de père. Très différente serait la nature de l'identification qui accompagne certains cas complexes de contagion affective. Dans des manifestations de foule, une excitation collective parfois gagne, faite de propagation involontaire d'émotions. Le rouge contient ce genre de situation. Lors de la visite des '1 roi à Verrières, Stendhal nous fait participer à l'émotion qui saisit collectivement 24 jeunes filles, toutes jolies, quand dans la chapelle le très jeune évêque d'Agde reçut du roi la permission de parler. Leur faire promettre la fidélité à Dieu, si grand, si terrible, si bon. Vous me le promettez, dit-il en avançant le bras d'un air inspiré. Nous le promettons, dirent les jeunes filles en fondant en larmes. Quelques instants auparavant, une de ces jeunes filles venait de remarquer la charmante statue de Saint Clément. L'artiste s'était surpassé, ses yeux mourants mais pleins de grâce étaient à demi fermés. À cette vue, la jeune fille voisine de Julien pleura à chaudes larmes. Ce spectacle fit perdre à notre héros ce qui lui restait de raison. En cet instant il se fut battu pour l'Inquisition, et de bonne foi. Comment caractériser ce climat de suggestion, de houle émotionnelle saisissant les participants? D'autant que Stendhal, l'incrédule, n'est généralement pas avare de réflexions aigrelettes sur le mysticisme d'une société, dans Armance notamment, ou sur la religiosité d'une dévote, avec son portrait de la maréchale de Fervaques du Rouge. D'ailleurs, plutôt que d'identification à autrui, s'agirait-il ici d'une forme d'indifférenciation entre soi et autrui? Considérés non plus dans leur aspect épistémologique, mais dans l'application à la mécanique romanesque, ces exemples favorisent une relecture de l'œuvre. Certes, Julien est victime de la contagion affective, comme les autres participants. Mais il n'est pas indifférent qu'il ait assisté à la préparation du jeune évêque d'Agde, à l'événement. Julien vient de pénétrer de sa propre initiative dans la pièce où se tient l'évêque, et celui-ci s'exerce dans un magnifique miroir à l'art des bénédictions à répétition. Dans la fascination éprouvée, on assiste alors chez Julien à tout un jeu de séduction envers soi-même, dont l'évêque ne serait que le vecteur. Dans un jeu de miroir soudain élargi à trois, Julien, par son intrusion, devient voyeur, mais simultanément voyeur de lui-même et de son propre destin. Mais cet évêque d'Agde, si jeune, pensa Julien, tout au plus 6 ou 8 ans de plus que moi. 8 ans, mais alors c'était l'âge de Bonaparte au pont de Lodi. Les circonstances font qu'il ne peut tout à fait s'identifier à l'évêque, mais des visions d'alternatives possibles de son destin le font sortir également de l'espace imaginaire, où il se tient habituellement aux côtés de l'empereur Napoléon. Voici que les carrières ecclésiastiques tout à coup trouvent un lustre surprenant. On ne saurait conduire une lecture émotionnelle empathique, sans imbriquer ces deux événements dans un seul mouvement. La contagion affective est impensable sans la conduite démiurgique du jeune évêque. Mais est soulignée par là la sensibilité de Julien mêlée de narcissisme, élément de son caractère qui en accentue pour le lecteur la complexité. Et dans la Chartreuse, la mort de Sandrino, par la souffrance qui l'accompagne, aurait pour but de souligner la situation inextricable de Fabrice et de Clélia. Le seul rappel objectif des faits par Stendhal sur une petite demi-page aurait valeur conclusive d'élision, de litote. Paradoxalement, cette figure de style, qui traite aussi de la mort rapide des deux héros, même si elle était imposée par un éditeur contraint, remplit son but secret. Elle entraîne chez le lecteur une formidable houle émotionnelle empathique. Du phénomène du partage en commun de la souffrance, on finit la lecture romanesque au mystère de l'amour entre Fabrice et Clélia, mystère qu'il est dorénavant trop tard pour élucider. L'intuitionnisme émotionnel de Scheler met en avant le concept de fusion affective, c'est-à-dire le plus souvent d'identification à autrui par absorption de l'autre ou par la fusion du moi dans l'autre. Mais l'identification est manifeste aussi lorsqu'il n'existe plus de séparation entre les deux moi individuels, sans que toutefois un nous vienne se superposer à eux. Comme dans l'exemple de contagion affective qui vient d'être analysé du rouge. L'identification conçue comme flux d'intensité affective croissante postulerait cependant des résultats d'étape en termes d'identité-altérité. Une infinité d'états résulterait d'un mix de ces deux termes. L'opérationnalité du concept se définirait aussi dans l'analyse de toutes sortes de problématiques. Comme exemple de l'œuvre, on citera ici la plausibilité d'un roman empathique, chez Stendhal,
ou encore la spécificité des relations amoureuses, avec la capacité ou non de croiser analyse en termes de cristallisation et en termes d'identification par empathie et émotion empathique. Manipulation et problématique de l'empathie-manipulation. La référence au concept de manipulation dans sa liaison avec le concept d'empathie n'est pas dépourvue de toute complexité, encore que l'analyse se réserve la faculté de les garder séparés. Comment définir la manipulation, sinon à partir d'une conceptualisation tirée d'exemples concrets? Lucien Leven, sans doute le roman le plus politique de Stendhal car le plus contemporain à notre sensibilité sur ce sujet, fournirait tous les exemples à l'envi. Lorsqu'on y traite de manipulation, il ne s'agit pas toujours de formes douces, manœuvres malhonnêtes, tripotage, agiotage s'il s'agit d'opérations boursières. Parfois les menées sont plus souterraines, secrètes, dolosives. Elles visent à détruire l'adversaire, endommager sa réputation, atteindre profondément à sa situation, jusqu'à envisager les crimes de sang. Et à l'extrême, rien qui relève seulement d'une conduite d'habileté et d'un savoir-faire retors. Dans ce cas, manipulation équivaut à machination. De toute façon, ces calculs et actions malfaisantes et dolosives, imaginées en vue d'atteindre un certain objectif, comporteront des conséquences importantes et négatives sur la vie de certains personnages du roman. On conçoit les raisons de ce déséquilibre entre les concepts, déséquilibre d'ailleurs mentionné précédemment. Précisément le choix d'une définition de l'empathie débouchant dans l'intentionnalité émotionnelle et dont tout relèverait finalement, en raison de sa nature même très compréhensive. Disposition d'esprit, du logo et du pathos, de l'intelligence et des sentiments, des émotions, donc des connaissances cognitives et sensitives. N'y aurait alors motif à rééquilibrer ces concepts, grâce à leur mise en rapport? Dans ce cas, toute une littérature contemporaine spécialisée pousse à la réévaluation du concept de manipulation. Pour les spécialistes contemporains de la com, il y aurait manipulation dès que deux personnes sont en présence. Jean-Marie Abgral, dans un livre au titre imagé « Tous manipulés, tous manipulateurs » complète. Dans le terme communication, il faut entendre ici échange d'informations. Pour ces experts, serait donc manipulation ce qui relève, selon nous, en partie du concept d'empathie. Mais négligeant trop une définition fondée sur la compréhension d'autrui, l'aptitude qu'on a à se mettre à sa place et à partager ses émotions, le théoricien de la manipulation aurait tendance à supposer connus ou acquis ces états mentaux d'autrui, ou à en mésestimer l'importance, ou encore à les confondre dans la tentative même de la manipulation psychique et mentale s'imbriquant le cas échéant dans l'opération matérielle même de la manipulation. Sous cet angle, l'objectif du manipulateur est toujours de chercher à modifier la perception qu'a le manipulé des choses ainsi que leur interprétation, en même temps qu'elle vise à transformer son vécu intime, l'immergeant dans le spam d'une vérité virtuelle. Pour le théoricien de la manipulation, au niveau conceptuel, l'important paraît donc plus de manipuler que de comprendre. Le texte stendhalien, notamment du Rouge, offre les deux possibilités d'écriture, celle bien sûr du XIXe siècle et parfois celle qui oriente sur les manipulateurs du XXe siècle. L'exemple suivant en illustre la première forme. Monsieur de Rênal demande à sa femme ce qu'elle juge de sa nouvelle acquisition, c'est-à-dire de l'engagement de Julien en tant que précepteur. Par un mouvement presque instinctif, et dont certainement elle ne se rendit pas compte, Madame de Rênal déguisa la vérité à son mari. « Je ne suis point aussi enchantée que vous de ce petit paysan. Vos prévenances en feront un impertinent que vous serez obligé de renvoyer avant un mois. Eh bien, nous le renverrons. » Le langage est bien sûr occasion de manipulation, mais précisément c'est l'empathie de Madame de Rênal envers son mari, c'est-à-dire sa compréhension de sa personnalité qui sait lui dicter sa réponse. Pour l'exemple de la seconde, Julien est dans les affres de son combat amoureux avec Madame de Rênal. Il obtient de son mari un congé de 3 jours qu'il utilise à rendre visite à son ami Fouquet. Julien lui raconta, mais comme il le fallait, les événements. L'échange d'informations est occasion de lisser la vérité, plus même ce lissage y deviendrait exigence normative. C'est à cette occasion, qu'en toute bonne foi, Fouquet ferait à Julien sa proposition de partenariat économique pour son commerce de bois. « Tromperais-je mon ami » s'écria Julien avec humeur. Cet être, dont l'hypocrisie et l'absence de toute sympathie,
étaient les moyens ordinaires du salut, ne put supporter l'idée du plus petit manque de délicatesse envers un homme qu'il aimait. De fait, ce comportement de Julien, même ressenti par lui dans l'extrême d'une situation, illustre la difficulté à échapper à la manipulation qu'induit tout contact avec autrui. Et d'ailleurs, s'il y a lamentation de la part de Julien, c'est non parce qu'il vient dénoncer son mensonge, mais parce qu'il l'a fait envers son seul ami, parole verbale d'ailleurs car il persévérera. Le problème est que cet art quotidien de la manipulation, de celui auquel chacun a recours sans y penser, n'aurait dans l'œuvre romanesque de valeur que rapportée à la manipulation centrale, s'il en est une. C'est la raison d'existence de cette littérature contemporaine spécialisée. Fondée sur ce schéma, elle génère des best-sellers bien adaptés à la sensibilité moderne. À partir d'une obligation de manipulation centrale, les personnages romanesques ne sont présentés dans leur vérité psychologique qu'en fonction du degré de variance par rapport à un type idéal de manipulateur. Armance pourrait être réécrit selon ce schéma. Au chevalier de Bonnivet serait naturellement conféré le rôle principal. L'auteur le présenterait donc en premier, densifiant un caractère vu sous ce prisme de la manipulation. Un retour de temps présenterait ensuite Octave et Armance avec leurs particularités de caractère et de situation, et montrerait le développement de leur amour. Enfin, avec le croisement des routes, la superbe manipulation du chevalier réussirait. Octave irait mourir au loin, l'auteur montrant dorénavant une fidélité touchante au texte stendhalien. On appréciera évidemment le caractère réducteur d'une telle esthétique romanesque. Mais ce n'est pas dire que des lectures comparatistes, tour à tour empathistes et manipulatrices, ne pourraient se révéler utiles pour cerner points forts et différences. Un instrument privilégié, l'analyse par les réseaux intersubjectifs. La permanence des personnages principaux dans l'œuvre stendhalienne impose le recours à l'analyse par les liaisons intersubjectives. Les plus simples, c'est-à-dire les bilatérales, constituent un cadre approprié à l'analyse de certaines émotions des personnages. L'effet grossissement rend en effet manifeste leur spécificité, que celle-ci soit marquée par l'amour, l'envie ou la haine. Mais ces relations bilatérales ne peuvent trop longtemps s'abstraire du réseau pluriel des rapports intersubjectifs. Autrement s'isolerait-on dans un vacuum un peu artificiel. Tout individu est en effet sujet et complément au sein de réseaux plus larges. Sans même parler des nécessités du développement de l'intrigue, rien ne serait intelligible. Une approche par intégration des relations simples au sein de réseaux a l'avantage de rendre plus complexes les représentations mentales d'autrui, plus complexes donc plus vraisemblables. La Chartreuse, par sa longueur et par la permanence des personnages, fournit un exemple évident de cette fonctionnalité. Les relations bilatérales manipulateur-manipulé, cause du surgissement et de la persistance d'émotions simples, s'enrichissent en étant perçues plus complexes. Par leur vraisemblance, elles stimulent donc l'intérêt du lecteur. En fonction de manifestations croisées d'empathie, de montage de manipulation, du déroulement des séquences d'action, se précise ou se modifie le caractère de chaque protagoniste dans ses particularités, et bien sûr pas complètement cernable par les autres personnages. Chacun des acteurs principaux s'emploierait à présenter aux autres des facettes faussées, fabriquées de soi-même destinées à les dérouter, à les leurrer. Mais dans le paroxysme de l'action, les personnages eux-mêmes se découvrent, ils entrevoient des dimensions de leur caractère qu'ils ne se connaissaient pas. Dans la Chartreuse par exemple, lorsqu'il y a erreur d'analyse psychologique, celle-ci peut s'avérer mortelle. Mais plus généralement chez le Stendhal d'Italie, en tout cas celui des chroniques italiennes, peu de personnages auront reçu de leur créateur le privilège d'un droit à l'erreur. Le paradoxe d'un travail trop académique. On aperçoit les contraintes d'un tel travail sur Stendhal. Rien ne serait plus contraire à la forme d'esprit de l'auteur, en tout cas de celle de la maturité. Tout plaiderait donc pour considérer la mission impossible, mais aussi tout pousserait à la tenter. Posons de nouveau clairement la question. Henri Bell se serait-il lui-même essayé à semblable tâche ? On en douterait. Sans réfléchir, une image lui convient davantage, on le voit bagnauder, on l'observe se promener mais à sa manière dans les arcanes de tout sujet qu'il traite. À cet effet, ne lui parlez donc pas de thèse car il se veut dilettante. Pourtant, et c'est le paradoxe,
y seraient parfois rassemblés tous les éléments, toutes les données de ce qu'on considérerait aujourd'hui contributions scientifiques, mais rangées, ou égarées, dans des conditions trop personnelles, devenues objets d'études génétiques. Viendrait-on à vouloir y mettre de l'ordre que toute la magie s'échapperait? Les jugements personnels, égotistes, auraient laissé la place à une conceptualisation objective. On traiterait bien du sujet de Stendhal avec les arguments de Stendhal, pourtant ce ne serait que le travail d'un tiers. Avec Stendhal, tout est mis au ton personnel, et ce sont ses opinions qui ont la forme de confidence. Lui serait-il nécessaire de prouver ce qu'il avance, ce qu'il suggère? Ne pourrait-on bonnement et simplement lui faire confiance? Il suffit que Stendhal tienne son lecteur au courant de ses lectures, lui donne son sentiment sur les choses ou sur les gens. Le ton paraîtra souvent négligent, on dérive. Pourtant le lecteur n'est pas laissé en plan, l'auteur sait l'emmener avec lui. Il s'agira donc de promenades, de souvenirs, de voyages, de quelque chose comme une vie, qu'il s'agisse de la sienne ou de celle d'un autre. Un beau livre comme de l'amour devient inclassable, précisément parce qu'il contient des classifications. Heureusement l'auteur est là pour gratifier les démonstrations, de souvenirs personnels ou d'anecdotes, qui à son opinion en illustrent le bien fondé. Au fond dans l'œuvre, non romanesque comme romanesque, tout ce récit stendhalien. Mais alors il suffirait qu'une contribution scientifique sur Stendhal soit également stendhalienne. Après tout, elle ne serait qu'excroissance d'un même sujet. Parlant des choses et des personnes, Stendhal parlait de lui-même. Ce travail s'y mettrait de plain pied. On parlerait des personnages et des situations de l'œuvre romanesque, mais c'est aussi Stendhal qu'on évoquerait. Et si, situation cauchemardesque, on n'en parlait pas ou pas assez? Madame Sophie Bache lors d'un séminaire universitaire s'écriait distima, signifiant envers les participants que l'essentiel était de sentir l'auteur. Sans l'auteur, narrateur, évidemment tout serait froid sans âme. Mais alors tout simplement serait question d'empathie, sans qu'empathie signifie une quelconque indulgence. Simplement par empathie ressentirait-on l'auteur, le comprendrait-on, saurait-on se mettre à sa place, jusqu'à prévoir l'orientation de l'intrigue romanesque, ce que les critiques les plus autorisés de l'œuvre stendhalienne estiment par définition imprévisible. Mais soit par intrusion directe soit par ses personnages, Stendhal sait si bien communiquer avec ses lecteurs, il y montre une telle maîtrise polyphonie. Alors pourquoi le lecteur précisément n'aurait-il pas ce même talent? En communiquant avec Stendhal, saurait-on emprunter son langage qui est mouvement, qui est allusion, qui est art du dialogisme? On s'éviterait de toute façon le rôle difficile du critique contemporain, si celui-ci devait avant tout être conceptualisateur, pour finalement n'être qu'à stendhalien. Par l'écriture, Stendhal se réfère toujours à quelque chose de précis, mais simultanément tout y est implicite. Alors le rôle ingrat du critique serait de rendre intelligible, de conceptualiser ce qui est fulgurance d'un esprit supérieur. Au bas lourd la science d'expliquer ce qu'un pseudonyme du XIXe siècle se gardait bien de rendre explicite lui-même. À ce critique de détricoter l'œuvre en prenant lui-même ses risques, dont l'un des moindres ne serait pas de laisser s'échapper un diable point du tout boiteux. On désortilège l'œuvre, si tant est que cela soit possible, et on débouche sur une réalité triste, tout finalement ne serait qu'anti-stendhalien. Une analyse suivant les critères d'empathie et de manipulation n'aurait donc aucune fonctionnalité si elle ne préservait l'essentiel. Fournir les instruments d'une relecture de l'œuvre, de son décryptage tout en gardant le rythme unique du mouvement, de la phrase et de la pensée stendhalien. Empathie et manipulation, plan et sens d'une cinétique. S'il y a volonté de disposer d'instruments de décryptage adéquats, précisément avec la problématique déjà définie, disposerait-on d'une arborescence de concepts bien positionnés sur les deux niveaux, d'entendement et d'affectivité. Dans certains cas, la cinétique du mouvement d'empathie conduirait à l'émotion empathique. On évoluerait donc du stade cognitif au stade affectif. Parfois s'agirait-il aussi de procès intégrés dans une séquence d'altruisme. Mais par rapport à l'empathie, à l'émotion empathique et à l'altruisme, le concept de manipulation élargirait aussi l'arborescence. Avec sa participation affective sans sympathie, Scheller sait en effet mêler dans l'émotion un partage de la souffrance d'autrui pour en tirer une jouissance perverse. Et naturellement ceci suppose dans la plupart des cas l'existence de manipulation-machination. La déclinaison de cette chaîne de concepts,
constituera un moment essentiel de la première partie de ce travail. Produit d'une approche heuristique, ce sera le premier jalon d'intelligibilité de l'œuvre romanesque. Sans ici être exhaustif, on abordera différents cas de figure mettant en jeu le destin d'une société en manque d'empathie, ou au contraire l'empathie existante sera-t-elle considérée comme un vecteur de domination du monde. Empathiste contre manipulateur, telle serait aussi la situation d'un face-à-face entraînant dans Armance des conséquences sérieuses pour certains personnages. Évoquerait-on dans l'œuvre des dispositions à l'altruisme, que certaines mères présenteront des profils extraordinaires. Amour, instinct, altruisme, tout se conjuguerait parfois pour déboucher sur une situation d'acmé émotionnelle. Dans cette herméneutique des possibilités, figurerait aussi ce qui ferait la spécificité d'un roman empathique stendhalien. Mais on perçoit l'incomplet d'une démarche épistémologique fondée sur des cas de figure, si elle ne devait se confronter à des séquences plus longues ou plus complexes. Autrement dit, un décryptage de l'œuvre stendhalienne exigerait que la problématique par arborescence soit au minimum corrélée à une autre approche, l'approche thématique, dans au moins 2 domaines phares de la sémiotique stendhalienne, à savoir les thèmes de l'amour et du pouvoir-influence. Par la jardinerie littéraire issue de la problématique, déboucherait-on alors sur une analyse plus fouillée. Par cette double approche, épistémologique et thématique, atteindrait-on à l'opérationnalité du décryptage même de l'œuvre romanesque. Mais par là, verrait-on se dégager de l'œuvre romanesque les éléments de ce qu'on appellera une construction idéologique de Stendhal, s'il s'agit, à côté d'éléments manifestes, d'éléments latents dont l'auteur n'aurait pas forcément eu conscience ou qu'il n'aurait pas souhaité ou voulu volontairement communiquer. De toute façon, une lecture primaire, donc trop romanesque, l'aurait fait occulter. Première partie de l'empathie à l'altruisme. Chapitre 1er, San Francesco Arripa, ou le destin d'une société sans empathie. Avec San Francesco Arripa va se découvrir une société sans empathie. On s'attendrait plutôt dans cette chronique italienne à ce que sous la plume de l'auteur se dévoilent seulement ses grands thèmes de prédilection. Après tout, celui-ci n'était pas soumis au devoir de se conformer même pour la forme au canevas d'un tiers. L'auteur a beau se référer à un quelconque manuscrit italien, tout ceci est sans légitimité. On sait que San Francesco Arripa est de création purement stendhalienne. D'ailleurs ne le saurait-on pas, qu'après sa lecture on le pressentirait. L'histoire est simple, et s'il s'agit d'un amour au sein de la société romaine, il va impliquer des personnages de la noblesse papale, en clair deux nièces du pape Benoît XIII s'amourachant successivement d'un chevalier français. L'une, la princesse Campobasso, était mariée au prince éponyme. Cela faisait maintenant 8 mois qu'elle était tombée amoureuse de Monsieur de Sensé. Celui-ci, fils d'une maîtresse du duc d'Orléans, n'avait jusqu'à présent connu que les facilités de son état. Nommé à 22 ans colonel, il occupait maintenant auprès de son oncle l'ambassadeur de France auprès des États pontificaux, des fonctions d'attaché. De personnalité, Stendhal nous le présente conforme au portrait qu'il se plaît à faire des gens de cour au XVIIIe siècle, avec les habitudes de la fatuité sans toutefois en avoir tout à fait le caractère, de la gaieté avec le goût de s'amuser, de l'étourderie et du courage. La seconde nièce, la comtesse Orsini, était exactement le portrait contraire de sa cousine, jolie, brillante, légère, brune aussi selon les canons de la beauté italienne et changeant constamment d'amant. Elle faisait donc contraste avec la Campobasso qui était une beauté blonde, mais d'un tempérament tendre, pieux et susceptible, au total selon l'auteur une âme altière et sombre. Tous les éléments du désir triangulaire, vu par René Girard, y seraient réunis puisque ces deux dames étaient rivales en tout: beauté, crédit, richesse. Stendhal nous fait vivre le développement de cet amour entre le chevalier et la Campobasso. Tout ressemble d'abord à un amour-goût, à moins que ce ne soit de vanité. Enfin, c'était la situation du début. La princesse avait joué à l'amour, puis s'était éprise d'une passion véritable. On atteignait maintenant à la situation décrite par Stendhal sur l'état de jalousie dans de l'amour. L'amour de deux personnes qui s'aiment n'est presque jamais le même. L'amour-passion a ses phases durant lesquelles, et tour à tour, l'un des deux aime davantage. Souvent la simple galanterie ou l'amour de vanité répond à l'amour-passion, et c'est plutôt la femme qui aime avec transport. Face à cette femme qu'il aimait d'une passion véritable, le chevalier l'aimait certes encore,
mais chez lui la vanité le consolait un peu de son ennui. On pourrait passer dès maintenant au déclin de cet amour, à la jalousie folle qui saisit la princesse quand elle apprend de l'informateur dont elle faisait la fortune, Monsignor Ferratera, que son heureuse rivale dans les sentiments du chevalier n'était autre que sa cousine. On pourrait se pencher dès à présent avec attention sur les conséquences, puisque pour se venger la Campobasso va organiser, par son prélat, l'assassinat du chevalier de Sensé. Les circonstances en sont d'imagination baroque, surréalistes même dans leur esprit sinon bien sûr dans la forme de la description du meurtre selon Stendhal. En termes d'empathie, il est significatif dans cette nouvelle que personne ne se comprenne et que cette incompréhension aille conduire à la tragédie. Tout plaiderait pourtant le contraire. Une petite société en réseau de gens qui se connaissent tous, ont entre eux des relations soit familiales soit d'amitié, se reçoivent constamment, bref ont toutes les capacités d'apprendre ce qui est rendu public mais aussi ce que chacun souhaiterait garder caché. Même connaissant sa cousine à la perfection, la comtesse Orsini n'avait su en interpréter la conduite lorsqu'elle s'était débarrassée en 24 heures d'un duc espagnol avec qui elle s'était affichée pendant 3 ans. Et s'il y a de sa part erreur de jugement, si elle ne projette sur sa cousine que des représentations fausses de la réalité, c'est bien la preuve même qu'elle ne la comprend pas. Pour sa part, Sensé ne comprenait pas plus le caractère de la princesse et Stendhal en donne ses raisons. Le jeune Français qui n'était pas bien habile dans l'art de pénétrer les sentiments cachés d'un cœur italien. En matière de perspicacité, Sensé ne fait d'ailleurs guère de progrès et Stendhal constate plus loin, Sensé comprenant mal comme à l'ordinaire une âme romaine. De son côté, la Campobasso confrontée au désastre de ses rapports amoureux avec le chevalier en l'observant doit s'avouer. Comment puis-je aimer un être qui me comprend si peu ? Mais il en serait de même de Monsignor Ferratra, le prélat dont la Campobasso s'était acquis les services. Ce dernier, pour le compte de sa protectrice, se montre bon observateur, c'est-à-dire apte à informer ou à des accents aigus et s'informer selon les besoins. Pourtant, en ce qui concerne Sensé, Ferratra se montre lui aussi dépourvu d'intuition. À son tour, le prélat comprenant mal Sensé le croyait ambitieux. De façon commode, Stendhal nous fournit les clés de cette incompréhension. Manifestation d'une surdité fondamentale entre les êtres dont lui-même serait d'ailleurs en partie responsable. Car elle tient à sa volonté de tenir les protagonistes enfermés dans le stéréotype de caractères nationaux réputés inconciliables. Il y aurait le type français avec Sensé, dont on pouvait dire à la louange de la nation, qu'il en était un échantillon parfaitement exact. Les choses apparaissent sans doute moins simples pour les personnages féminins. A priori, les deux nièces sont l'exact Janus de l'ambiguïté féminine. Légères, gaies, brillantes, sans attachement profond ou durable pour l'une, pour l'autre, d'un tempérament sombre et altier, marque d'un caractère passionné et possessif. En se rendant familier de l'auteur, le lecteur cerne aisément l'opposition d'un caractère espagnol, que dire espagnoliste, stylisé dans le portrait de la princesse, et d'un type italien dont la comtesse Orsini serait le paradigme. Pour le modèle espagnol, quelle meilleure preuve que la décision de la princesse d'ordonner à son duc espagnol de quitter immédiatement les États pontificaux et ce sous peine de mort ? Décidément, cette volonté de mort apparaîtrait chez elle comme une constante, en tout cas comme le moyen erga omnes de régler tout problème de fond. Dans le désamour entre espagnolistes, on verrait aisément la similitude de caractère qui pousse dans une civilisation donnée aux confrontations violentes. Pour le type italien, on conviendrait que des alternatives d'héroïnes stendhaliennes existent à la comtesse Orsini dans d'autres chroniques, avec au surplus un caractère plus déterminé. C'est l'originalité de Stendhal, pour imaginer et rédiger cette nouvelle, d'avoir recours à cette psychologie des peuples qui trouvera d'ailleurs en fin de siècle, après sa formalisation, sa réfutation. On en voit aussitôt les risques, cette caractérisation porterait à la simplification, à la caricature même. Il y aurait tous les ingrédients d'une tragédie déterministe peuplée d'automates, dont le comportement serait seulement le reflet des particularités nationales. Le paradoxe est cependant pour Stendhal, et par ce procédé, d'atteindre à la puissance dramatique en sachant dégager du carcan qu'il s'est imposé une force même des caractères, au moyen d'une analyse psychologique très fouillée. Même en partant de ces présupposés typologiques, cette analyse sait mettre à nu l'incertitude, l'hésitation, le tâtonnement des personnalités devant des situations nouvelles ou inédites.
Reprenons les stéréotypes. Il ne suffit pas de tout savoir du caractère du chevalier de Sensei, d'y ajouter qu'étant devenu ami intime de la princesse dont le mari fait la politique papale, il peut plus aisément jouer son rôle d'attaché d'ambassade. Pour autant le chevalier ne paraît naviguer qu'à l'estime, frayer son chemin sans savoir où il va, enfin ne pas paraître tout à fait maître de son destin. Mais n'en serait-il pas de même de la princesse ? Celle-ci s'interpelle dans des monologues intérieurs très violents, qui traduisent le contraire d'une sûreté de comportement. On dirait qu'elle se découvre elle-même avec effroi. Dans une scène de pré-rupture faite au chevalier, elle se dit « Il m'insulte, il me brave ». Sans doute à son âge et avec l'indiscrétion naturelle à son pays, il va raconter à l'Orsini toutes les indignités auxquelles je m'abaisse. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne puis me répondre même de rester insensible devant cette tête charmante. Elle apparaît adepte de décisions imprévisibles, même pour elle. Comment expliquer d'avoir enduré un sigisbe espagnol pendant 3 ans, pour s'en débarrasser précipitamment en 24 heures ? Pour reprendre la terminologie des neurosciences contemporaines, on reconnaîtrait bien sûr au protagoniste de la chronique la capacité de disposer d'un modèle de représentation partagée, inscrivant perception et action d'autrui dans le codage de leur système nerveux. Stendhal, tributaire de la texture romanesque et des connaissances de son temps, n'apparaît peut-être pas trop éloigné de cette problématique lorsqu'il observe, en empruntant d'une certaine façon une formulation empathique. La mode à Rome qui pendant 2 siècles avait été pour les Espagnols commençait à revenir un peu aux Français. On commençait à comprendre ce caractère qui porte le plaisir et le bonheur où il arrive. Tout ceci impliquerait pourtant dans cette période de transition qu'ait lieu une remise à plat en commun des systèmes de valeurs. Les personnages romanesques disposeraient alors, même rustiques, d'un code commun et de représentation partagée pour minimiser les risques d'incompréhension résultant de ces différences de nationalité, de culture et de sexe. Autrement dit, des 3 civilisations concernées il aurait fallu que naisse une sorte d'espéranto espagnol-italien-français comme vecteur de communication efficace entre les personnages. Stendhal du fait de ses présupposés n'en fournit pas l'occasion, au contraire. Dans ce monde sans empathie mais soumis aux diktats de la problématique du caractère national, la princesse n'est pourtant pas sans discerner des particularités du tempérament, au physique et au moral du chevalier, et c'est d'ailleurs en le considérant ainsi que la Campobasso l'avait distingué. Mais lui avait-elle dit « Je me méfie de vous, vous êtes français ». En cela elle ne se trompait pas, elle avait su cerner sa gaieté qui n'était pas le moindre de ses charmes, son étourderie, son courage, son insouciance. Elle avait sans doute également observé son envie de s'amuser de tout toujours. D'ailleurs en début de leur relation, pour Sensei aussi, la bizarrerie de la princesse l'avait amusé. Mais Campobasso n'avait pas tiré les conséquences de ce que signifiait chez son amant, ce goût de l'amusement. Par la peur de l'ennui, de la routine chez le chevalier, elle n'avait pas vu que celui-ci irait inévitablement un jour arbitrer la princesse au profit de la comtesse. L'Orsini est bien moins jolie. Elle-même si elle m'aime tout juste un peu plus que le castrat butofaco que je lui ai fait renvoyer hier. Tout ceci suffisait parfaitement au chevalier. Sans possibilité de passer du stade de la compréhension cognitive où elle pataugeait au stade de l'intentionnalité affective, la princesse ne sent pas ce que cet état d'amusement signifie, ce que cette disposition implique dans toutes ses conséquences. Dès lors le sort de son amour est scellé. Mais il en était de même du chevalier à l'égard de sa maîtresse. Il pouvait bien observer son étrange caractère, son tempérament altier et sombre, sa tendance à la colère. La colère va la suffoquer, pensa le chevalier, elle va avoir un coup de sang. Il s'avança pour délacer sa robe. Elle le repoussa avec une résolution et une force auxquelles il n'était pas accoutumé. Sans le savoir, et dans le contexte actuel de leur relation, son geste automatique transforme une sensualité affectueuse en un érotisme froid reçu intuitivement comme dépréciatif. Mais sans partage des états émotionnels de la princesse, Sensei ne peut s'immerger dans cette colère, en éprouver toutes les dimensions, en saisir le caractère réellement dangereux et le momentum qui conduira à son assassinat. En particulier, il ne peut interpréter l'état convulsif dans lequel se trouvait quelques instants auparavant la princesse Campobasso. Elle attendait un mot du chevalier, ce mot ne fut pas prononcé.
Elle continua avec un petit mouvement convulsif, et comme en serrant les dents. Ce sera l'arrêt de ma mort et de la vôtre. Cette menace décida l'âme incertaine du chevalier, qui jusque-là n'était qu'étonné de cette bourrasque imprévue après tant d'abandon. Il se mit à rire. Une rougeur subite couvrit les joues de la princesse. On cerne ici, dans ce qui devient l'incongruité des rapports intersubjectifs, tout ce qui est facteur d'incompréhension et de malentendu. Dorénavant chaque mot, chaque geste éloigne. Le défaut mutuel d'empathie qui avait au début de leur amour était occasion d'étonnement, de surprise charmée, de magie de l'inattendu laisse la place à un paysage inconnaissable, où s'agitent deux étrangers. Dans l'état normal d'équilibre, leur amour avait trouvé sa force dans les motivations propres à chacun des partenaires. Ce dont ils n'avaient pas conscience, c'est que par leur défaut mutuel d'empathie, leur motivation ne leur restituait que l'impression de l'amour, et qu'ils n'en comprenaient ni la nature ni la qualité. En fin de rideau, Stendhal dresse un tableau baroque ou noir de la vengeance de la princesse. Et pour le rendre intelligible, il met en scène toute la spécificité des relations entre Monseigneur Ferratera et la princesse. Monseigneur Ferratra constitue le stéréotype du haut prélat des chroniques italiennes, et cependant son portrait dans le contexte présent est d'une acuité extraordinaire. Par rapport aux autres personnages de la chronique, et à leurs différences, seul Monseigneur Ferratera sait se montrer capable d'empathie envers la princesse et à bon escient, il est son confesseur. Son empathie s'appuie donc sur des raisons objectives d'influence. Il lui est d'autant plus facile de comprendre la princesse, de se mettre à sa place, qu'il trouve aussi chez elle les représentations mentales qu'il y a éventuellement projetées. Ferratera appartient à la haute noblesse de Ferrare. Riche, il ne songe pas, du fait notamment de son âge, à succéder au chevalier de Sensé. Il constate plutôt sagement : toujours il y aura un être qu'elle me préférera, ce sera son amant. Sans partager les états affectifs de la princesse mais les connaissant, Ferratera va jouer sur ses émotions, réveillant tous les sentiments de religion et de piété passionnée qui n'étaient qu'assoupis au fond du cœur de la jeune Romaine. Toute passion impie doit finir par le malheur et le déshonneur. Si je la convertis, c'est au directeur de sa conscience qu'elle pensera avant tout, et avec tout le feu de son caractère. Que ne puis-je espérer d'elle auprès de son oncle ? Et l'ambitieux prélat se perdait dans un avenir délicieux. Il voyait la princesse se jetant aux genoux de son oncle pour lui faire donner le chapeau. Le pape serait très reconnaissant de ce qu'il allait entreprendre. Aussitôt la princesse convertie, il ferait parvenir sous les yeux du pape des preuves irréfragables de son intrigue avec le jeune Français. Pieux, sincère et abhorrant les Français, comme est sa sainteté, elle aura une reconnaissance éternelle pour l'agent. Dans ce monologue shakespearien, on trouve chez Ferratera tout d'un manipulateur engagé. Jusqu'à présent pourtant, le prélat, comme les gens de sa race, s'était contenté du rôle qu'on lui attribuait. Il s'y montrait intelligent, souple, ambitieux, perspicace, compétent. Bref, jusqu'ici ce prélat avait servi de bonne foi les amours de la princesse. Son rôle était de la tenir informée de ce qui se passait à l'extérieur, sans qu'elle ait à paraître elle-même. Dans ce cadre, il avait pu anticiper le tour dramatique du changement de relation entre l'Orsini et le chevalier. Au surplus, il y aurait toujours ce genre de personnage à graviter autour de n'importe quel pouvoir. Et avec la princesse, c'est de pouvoir qu'il s'agissait. Il osa changer brusquement de rôle auprès de la princesse, dit le chroniqueur. C'est que maintenant le prélat a ses raisons de manipuler la princesse, mais aurait-il d'autre choix que de la manipuler puisqu'il en est manipulé lui-même ? La princesse envoya chercher Ferratera. « C'est pour me venger, lui dit-elle. » Le prélat fut ravi. « Elle va se compromettre, elle est à moi à jamais. Mais si elle se compromet envers lui, la compromission est mutuelle. Elle peut être l'instigatrice d'une grande manœuvre, c'est en tout cas lui qui en aura la maîtrise d'œuvre sur le terrain. » On n'insistera pas plus avant sur le détail des motivations de ce prélat dans sa manipulation à multifacettes. Son aptitude à dévoyer la signification d'un retour au bercail dans la communion des saints, au profit d'une religiosité sans racines et sans sève pour l'approfondir. On s'épargnera de stigmatiser le rôle d'un prélat qui fait jouer à de puissants acteurs, des rôles inopinés et accommodants. L'ensemble des protagonistes, en incluant le pape,
devient dans ses mains des éléments d'une iconographie du bon pasteur qui réussit à sauver la belle pécheresse et le fait savoir au pasteur suprême chef de l'Église. Et tant pis si tout ceci s'ébruite au dehors du périmètre du tribunal de la confession. Il y aurait aussi la facilité avec laquelle Ferratra saurait résoudre le conflit d'intérêts entre son appartenance à une communauté mystique de croyants et le souci de s'élever dans la bureaucratie vaticane par ses propres moyens. De toute façon, il n'y aurait qu'un prélat, et le cardinal vicaire, et Stendhal, pour mettre en scène de manière aussi perverse ce meurtre du chevalier auquel Stendhal nous convie à assister. Vers minuit, Sensei était de retour chez lui. Sur son chemin, se sentant poursuivi, il réussit à se faire ouvrir la porte de la petite église San Francisco à Ripa. On y trouve exposé un mausolée magnifique. Qui est-ce qui est mort? Quel prince? Dit Sensei. Sans doute, répondit le prêtre, car rien n'est épargné, mais tout ceci c'est argent et cire perdu. Monsieur le doyen nous a dit que le défunt est mort dans l'impénitence finale. Sensei s'approchait. Il vit des écussons d'une forme française, sa curiosité redoubla, il s'approcha et reconnut ses armes. Ô et puissant seigneur Jean-Norbert de Sensei, chevalier, mort à Rome. Je suis le premier homme, pensa Sensei, qui ait eu l'honneur d'assister à ses propres obsèques. Dans ce spectacle, Sensei ne peut s'identifier à lui-même. Mais il se découvre avec curiosité, sans cependant se reconnaître. Ô et puissant Seigneur, Sensei le vivait dans sa condition mais sans se conceptualiser, sans prendre les dimensions de son moi, comme on ferait plus aisément d'un autre. Il ne peut donc prendre de leçon de cette rencontre inopinée avec un être immatériel tout d'intention, mais comme de l'intention d'autrui. Et puis le mot d'esprit de cet homme du XVIIIe siècle qui vient dédramatiser tout ce qu'aurait d'inquiétant cette rencontre, lui rendant seulement son côté cocasse. Sensei peut bien sortir de l'église par la porte de derrière, de nouveau poursuivi par venir sans encombre jusqu'à chez lui où l'attend devant le portail son valet. Il pourrait y pénétrer, sauf que 20 balles partant d'une fenêtre donnant sur le jardin, vont le transpercer et l'étendre à côté du valet. Dans l'exubérance de la vision, Stendhal sait prendre son lecteur par surprise en inversant les rôles. Là où on attendrait un rôle actif de la part des comploteurs avec la description et la maîtrise de leur organisation, tout n'est que jeu d'ombre, tout est nuit, obscurité, silhouette rapide, allusive, peut-être menaçante mais qui sait. Seul le chevalier apparaît dans le rôle principal, rehaussé par la lumière des 1000 cierges qui paraissaient destinés à illuminer le mausolée de l'église. Lui le roué, il va jouer le rôle du naïf, du crédule, du niais, de la victime, tout juste bon à se vivre avec passivité, dans le présent son futur décès. Comme tout conte pourtant, l'histoire morale voulue par Stendhal finira bien. La princesse serait bientôt vénérée à Rome comme le modèle de la plus haute piété, et Monsignor Ferratera serait nommé cardinal. Mais telle pourrait aussi être l'apologue selon Stendhal d'une société sans empathie, même si c'était celle du XVe siècle, que la passion y était violente et que la violence y était vive. Seul un système de relations intersubjectives en état total de dysfonctionnement rendait la situation intelligible. Le développement de l'intrigue reposait en partie sur cette carence. On voit bien aussi quel biais apporterait une double lecture de la chronique. Passant d'une esthétique de l'empathie à une esthétique de la manipulation, le lecteur transférerait le centre principal d'intérêt, du couple princesse-chevalier au binôme prélat-princesse. Le sujet principal deviendrait la manipulation, avec ses protagonistes et l'évolution de leurs relations. C'est seulement dans un second temps qu'à la faveur d'un retour temporel serait présenté au lecteur le chevalier et la Campobasso, dont l'état des relations justifiait la machination. Le parti pris de la modernité, en dévoiement des intentions de Stendhal, serait l'occasion d'un contresens romanesque. Chapitre 2 – L'empathie ou la domination du monde. Une société sans empathie n'est que ruine de son propre destin. Au contraire, par l'empathie on domine le monde, on se rend maître du monde. Et même des personnages secondaires de l'œuvre stendhalienne dévoilent aux yeux du lecteur toute l'excellence de leur maîtrise. Mais leur implication au regard de l'intrigue romanesque est trop négligeable pour qu'on s'y attarde. Par contre, dans Le Rouge, 2 personnages vont particulièrement retenir notre attention. L'un parce qu'il a un grand rôle, il s'agirait de l'improbable Madame de Rênal,
Le second a trait au grand vicaire près l'évêché de Besançon, monsieur l'abbé de Frilair, qui apparaît dans les deux parties du roman. Rien ne paraîtrait devoir les rapprocher hors cette plume. Il se pourrait cependant que chacun à sa façon démontre des aptitudes extraordinaires à mobiliser et faire usage au mieux de ses capacités d'empathie. Il serait alors possible d'en souligner les traits communs s'ils existent, ou au contraire mettre en exergue les différences. Madame de Rênal comme l'abbé de Frilair appartiennent finalement à des minorités visibles, Madame de Rênal en tant que femme et plus particulièrement mère au foyer, et l'abbé de Frilair comme membre du clergé. Pour peindre Louise de Rênal, Stendhal n'épargne pas les qualificatifs qui tous soulignent des caractéristiques morales allant dans la même direction: innocence, naïveté, grâce, vivacité, ainsi que les antonymes de coquetterie et d'affectation. Tout ceci l'autorise à dresser le portrait suivant de cette femme grande, bien faite. C'était une âme naïve, qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait sans se le dire qu'entre mari et femme, il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout monsieur de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait monsieur de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Une succession d'événements, l'amour de et avec Julien, des lettres anonymes adressées à monsieur de Rênal qui l'avertissent sur un mode grossier de ce bonheur illicite pris sous son toit. Et voici qu'à notre surprise on découvre tout à coup en madame de Rênal une autre femme. Tel que Stendhal nous le dit, au fond Louise de Rênal n'avait pas jusqu'à présent conceptualisé son époux, ni d'ailleurs un bonheur sans histoire. Mais au fait, si elle ne l'avait pas fait, c'est qu'elle n'en avait pas ressenti le besoin. Car maintenant, face au drame conjugal qu'il vit, Louise va montrer toute une maestria dans l'art de le comprendre et de se mettre à sa place, en anticipant ses réactions pour le manipuler. Dans cet étrange ménage à trois, formé à présent par madame de Rênal, son mari et Julien, c'est entendu, elle comprend son mari, mais en ce qui concerne celui qui lui tient à cœur, c'est-à-dire Julien, elle en était déjà à saisir les moindres nuances de ce qui se passait dans l'âme du précepteur. C'était le premier jour de son arrivée chez les de Rênal. Maintenant, c'est-à-dire après, madame de Rênal a l'ingénuité de lui avouer: « Tu n'as pas voulu me recevoir cette nuit ? Il est des moments où je crois n'avoir jamais lu jusqu'au fond de ton âme. Tes regards m'effrayent. J'ai peur de toi. » Empathie à l'égard de son mari, incertitude à comprendre Julien, madame de Rênal instinctivement suit donc deux démarches. Envers son mari, elle va montrer toutes ses facultés d'intelligence, d'écoute, sachant parfaitement s'adapter aux particularités de sa personnalité. Vis-à-vis de Julien par contre, tout sera commandement, instruction, mais aussi dans l'utilisation de superbes antiphrases d'un ton dramatique ou tragique. Ne m'aimes-tu pas, es-tu là de mes folies, de mes remords impies ? Veux-tu me perdre ? Je t'en donne un moyen facile. Va, montre cette lettre dans tout Verrières, ou plutôt montre-la au seul monsieur Valenod. Dis-lui que je t'aime, mais non, ne prononce pas un tel blasphème. Dis-lui que je t'adore, que la vie n'a commencé pour moi que le jour où je t'ai vu. Mais se connaît-il en sacrifice cet homme ? Dis-lui pour l'irriter que je brave tous les méchants. Stendhal nous donne la clé des bouleversements du comportement de madame de Rênal. Ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente, sa fatale passion, ses remords l'avaient éclairée. L'observation est certainement justifiée mais en même temps paraît un peu courte. Elle a l'inconvénient de rationaliser, sans offrir plus d'aperçus sur les pulsions qui peuvent l'agiter au niveau de l'inconscient préconscient ou de la libido. Dans les nouveaux rapports qui se nouent entre les époux de Rênal, monsieur de Rênal se laisse aller à sa folle imagination. Lui qui croyait si bien connaître sa femme apparaît dorénavant sans ligne directrice, la voyant selon les cas, coupable ou innocente, perverse ou injustement calomniée. Mais c'est précisément ce défaut total d'empathie succédant soudain à la représentation qu'il avait jusqu'à présent d'une femme statistique, c'est-à-dire raisonnable, n'ayant jamais posé de problème au sein de son couple, et excellente mère qui donne toute latitude à madame de Rênal pour le manipuler. Ce que Louise sait, c'est qu'elle ne doit pas laisser son mari dans cet état de déréliction. Aussi va-t-elle développer ce que la langue germanique dénomme de façon appropriée une Vorwärts stratégie. Dans une guerre de mouvement, il s'agira de comprendre et d'anticiper, mais en choisissant son propre champ de bataille.
Ainsi Madame de Rênal transmute-t-elle tous les paramètres de la situation, créant une situation nouvelle mais totalement fausse, irréelle, et qui cependant deviendra vraie si tous les protagonistes se déterminent ou se positionnent par rapport à elle. Dans ce décor à la Potemkin, Madame de Rênal se sentira alors dans une position très confortable. La problématique actuelle d'accusation d'infidélité va être remplacée par la problématique d'une manipulation supposée d'un tiers de ses rapports conjugaux. La lettre anonyme qu'avait reçue M. de Rênal et qui nourrissait sa détresse, mais dont il ne dévoilait pas exactement les termes, se doublerait maintenant de la lettre anonyme qu'on venait opportunément d'adresser à Madame de Rênal, opportunément parce que c'était son œuvre commune avec Julien, mais cependant imaginée par elle. Dans ce décor de fantaisie, Madame de Rênal nourrit morceau par morceau la colère aveugle de son mari. Dans une vision obsidionale, les agissements hostiles des uns et des autres sont exposés par elle ou livrés à dessein en incidente. Monsieur Valenod, le directeur du dépôt de mendicité de Verrières, ami et proche relation de Monsieur de Rênal et ambitieux, serait l'auteur de la lettre. Il serait d'ailleurs en rapport constant avec Élisa, leur propre femme de chambre. Et à présent, si Monsieur de Rênal s'avoue trompé, ce serait presque non d'une quelconque infidélité de la part de sa femme, mais de n'avoir pas été mieux informé de ce qui se passe chez lui. Le comble est que Monsieur Valenod avait dans le passé écrit à Madame de Rênal des lettres dont Stendhal nous dit qu'elles étaient cependant composées de phrases anodines, peu accoutumées à être lues avec tant d'émotion. Celles-ci étaient rangées dans son secrétaire et leur existence avouée opportunément. Monsieur de Rênal, fou de colère, avait brisé le secrétaire. Dans cet univers étrange qui s'ouvre peu à peu devant Monsieur de Rênal, où Madame de Rênal va dresser pour lui un tableau d'intersubjectivité secrète qu'il ne soupçonnait pas, la force de Louise est de ne jamais parler ou avouer des choses qui n'auraient pas une base de réalité, ou à tout le moins de vraisemblance. Pour se protéger ainsi que Julien, elle élargit le champ de sa machination mais cependant sur des faits concrets, parfois anodins, mais qui ont le don d'éveiller le doute, les lettres de Valenod, le but des visites d'Élisa. La maîtrise de Madame de Rênal est dans cet art sophistiqué de manipulation de son mari. Par cette alliance... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.